Bonjour à tous, merci pour votre Bonjour. présence au webinaire. Est-ce que vous pourriez nous préciser dans le chat que vous voyez bien les slides, que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, s'il vous plaît? Super. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. J'étais en train de vérifier. Donc merci, effectivement. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de DevSecOps, comment mesurer sa maturité, comment gagner en maturité, comment on sait d'où on part pour savoir finalement quel chemin emprunter pour pouvoir aboutir à une organisation un petit peu plus fluide et agile et qui intègre justement le volet sécurité. Donc, j'ai le plaisir. Ouf, pardon, excusez-moi. Oh, tac. Donc, du coup, effectivement, donc, ce webinaire s'inscrit dans une série d'événements, de publications, d'articles de blog, finalement, qu'on met à disposition sur notre site internet. Donc, tous nos consultants dédient une partie de leur temps à de la création de contenu et à réaliser justement des retours d'expérience. Donc aujourd'hui, on parle de DevSecOps, mais on a un certain nombre d'événements qui sont prévus, des événements plutôt orientés solutions technologiques. On en a un demain autour de Autopilot V2. On en a un également autour de Kubernetes prochainement. Et on adresse également des thématiques plutôt orientées organisationnelles, gestion de projet et des thématiques plutôt business. Donc on en a une autour, on a un événement prochainement autour du passage à l'échelle des projets IT, comment identifier un petit peu les zones de risque et éviter les débordements. Et puis, on a également un événement en octobre autour de la sécurisation de l'IA générative en entreprise. On a des livres blancs, des articles, tout ça est disponible effectivement sur notre site internet. Quelques mots sur Synapsys. Donc, nous sommes une société de conseil et d'expertise, une société de services qui accompagnons vraiment les grandes entreprises et d'ailleurs les entreprises de taille moyenne également dans leurs projets de transformation des infrastructures informatiques. Donc, du coup, on a plusieurs expertises, plusieurs domaines d'expertise, le digital workplace, le cloud, le DevOps aujourd'hui qui nous réunit, la cybersécurité, la data, les projets également d'intelligence artificielle, et on a également des équipes qui s'occupent vraiment de la partie gestion de projet, direction de programme, d'innovation, etc. On est présent à Lille, à Paris et à Lyon, et nous avons également un bureau à Kuala Lumpur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Thibaut Second, qui va effectivement vous parler de DevSecOps. Je ne sais pas si tu veux te présenter en quelques mots. Oui, donc Thibaut Second, je suis aujourd'hui product leader sur la partie cyber, notamment la partie DevSecOps, Data Privacy et gestion des tiers pour le groupe ADO. Et je suis donc membre de Synapsys. Exactement, merci beaucoup. Très rapidement, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est fait pour ça, on y répondra soit en live, soit à la fin de la présentation. Et surtout, on vous a préparé donc une fiche pratique qui synthétise ce qui va se dire aujourd'hui autour des niveaux de maturité, etc. Et on pourra également vous partager la présentation. Il faudra juste nous le mentionner dans un petit formulaire en fin d'événement. Et puis voilà, pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, vous aurez un petit mail, etc., qui va vous remettre le lien justement pour recevoir la présentation. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à poser vos questions dans le chat. Je te laisse la main, Thibaut. Merci. Avec l'avènement du DevOps et la mise un peu de côté de la sécurité depuis un certain temps dans les différents environnements, on se rend compte aujourd'hui que nous avons besoin de gagner en maturité d'un point de vue sécurité. Aujourd'hui, en France et de manière générale dans le monde, très peu d'entreprises se consacrent réellement et en tout cas comprennent vraiment les enjeux et aboutissants du DevSecOps. Aujourd'hui, nous sommes vraiment sur les prémices et le but de cette présentation, c'est déjà de vous donner un aperçu de ce qu'est un modèle de maturité sur du DevSecOps,
et de vous donner des pistes qui vous permettraient éventuellement de trouver votre modèle. Et nous terminerons cette présentation par un cas pratique qui a été mis en place il y a maintenant 2 ou 3 ans dans une précédente expérience, qui vous permettra de vous donner un aperçu de ce qui est possible et de ce qui peut être fait au travers des différents modèles de maturité. En introduction, aujourd'hui, le DevSecOps, c'est un peu un paradigme qui est crucial dans le domaine du développement. Aujourd'hui, on est à peine en voie de mettre en place vraiment une culture de DevOps avec un lien étroit entre des équipes opérationnelles et des équipes de développement. Aujourd'hui, de plus en plus, on essaie d'intégrer de la sécurité au travers de moyens d'automatisation, au travers de sensibilisation, de modification, en tout cas de changement au travers de la culture. Et aujourd'hui, on essaie en tout cas d'intégrer la sécurité dans des principes fondamentaux du DevOps, c'est-à-dire une collaboration, une culture entre les équipes, une meilleure communication, etc. De plus en plus, les exigences de sécurité, de qualité, de fiabilité sont mis en avant par les directions, parfois même par les assurances, qui souhaitent s'assurer de la pérennité, du bon fonctionnement et éviter tout risque pour leurs clients et donc pour éviter les pertes qui parfois peuvent être colossales en termes budgétaires. Il y a très peu de temps, quelques années, la sécurité ne fonctionnait pas en mode agile. On plaçait généralement la sécurité à la fin des projets, donc un shift right, et la sécurité intervenait régulièrement, et c'est encore le cas, en fin de projet. Aujourd'hui, le but du DevSecOps, c'est de vraiment intégrer la sécurité dès le début d'un projet, dès la création, dès la préparation d'un projet, sa planification. Aujourd'hui, on va vous proposer des solutions. On va vous proposer en tout cas une manière de pouvoir réfléchir à comment remédier à toutes ces problématiques. Cette présentation sera découpée en 3 points. Une première partie des définitions, pour qu'on soit tous sur la même définition de certains termes. Je vais vous présenter les modèles de maturité, comment fonctionne un modèle de maturité, pourquoi l'utiliser, pourquoi il est nécessaire pour une entreprise. Et je vous donnerai un exemple avec un cas pratique au travers de l'OWASP DESOM. Dans les définitions, je vais éviter de revenir sur la définition du DevOps qui commence à être assez connue. Je vais plus parler du DevSecOps de manière générale. Aujourd'hui, le DevSecOps est vraiment un dérivé de la culture DevOps. Le but, c'est vraiment de mettre en place une culture et d'introduire la sécurité dès le début du cycle de vie d'un produit. D'un développement logiciel, ça peut être également un développement d'infrastructure. Pourquoi pas, comme on commence à le voir. Le but, c'est vraiment d'étendre cette collaboration entre les équipes de développement, les équipes d'exploitation, en y intégrant de bout en bout les équipes de sécurité. Quand je dis de bout en bout, dans le cas de ma mission actuelle chez ADO, on va partir du PC du développeur jusqu'au PC du client. C'est-à-dire essayer de sécuriser un maximum de la chaîne pour éviter et couvrir le maximum de risques possibles. La mise en place d'une culture DevSecOps, c'est avant tout un changement dans la culture, dans la façon de travailler. C'est une évolution des processus et une évolution des outils. On va soit venir modifier des outils, soit venir rajouter des outils qui vont répondre à certains besoins. On va notamment parler, par exemple, des solutions de SAST, DAST, YAST, de la sensibilisation, etc. Pour avoir une culture DevSecOps qui peut être fonctionnelle et efficiente dans une société, tous les collaborateurs de l'entreprise, comme dans le cas du DevOps, doivent participer au développement et au maintien, à la MCO, au maintien de la condition de l'état opérationnel des différentes phases du développement. Et le but, c'est vraiment de faire du shift left, c'est-à-dire intégrer la sécurité dès le début du projet. Ça peut être simplement par des règles de sécurité, des politiques, ou déjà par des outils. Donc, dans la définition, j'ai rappelé un petit schéma qui rappelle les différentes phases qu'on peut trouver dans le DevOps.
de la planification jusqu'au monitoring. Quand on parle de DevSecOps, on ne parle pas forcément uniquement de la partie dev ou uniquement de la partie ops. On parle vraiment de toute cette chaîne. Ça va aller de l'établissement et du démarrage d'un projet jusqu'au monitoring avec, pourquoi pas, l'intégration dans un SOC et des contrôles en temps réel des différents produits. Je vais tout de suite passer sur les modèles de maturité. Alors déjà, pourquoi évaluer la maturité du DevSecOps? Comme on peut l'avoir sur différents sujets, évoluer la maturité en termes de data privacy, évoluer la maturité d'un système, d'une entreprise, le but principal reste la réduction des risques. Quand on parle de sécurité, de cyber, on parle réduction des risques de manière générale. Dans le DevOps, on a introduit des solutions qui permettent d'optimiser la capacité, l'efficacité, pardon. Donc, on peut parler de mise en conformité. On a de plus en plus de normes, de réglementations à appliquer, que ce soit dans le bancaire, dans le médical, dans la défense, dans le retail, dans tout type d'entreprise. Nous avons de plus en plus de gros enjeux concernant la réduction des coûts, notamment dû à la crise économique, suite au Covid et suite à d'autres éléments qui ne sont pas forcément maîtrisables par les sociétés. Et ensuite, un besoin de pouvoir mettre sur le marché des produits le plus rapidement possible pour limiter l'impact financier que nous pouvions avoir quelques années auparavant en termes de développement. Les autres points importants sont l'amélioration continue. Le principe du DevSecOps, c'est vraiment de rentrer dans une phase d'amélioration continue et d'innovation. Aujourd'hui, les attaquants sont de plus en plus ingénieux et inventifs pour mettre à mal, voler des données ou impacter sur le business d'une entreprise. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que il est important d'aligner la sécurité sur le business. La sécurité est un élément important et ne doit pas impacter le business d'une entreprise. On va avoir la même chose quand on parle de business. Je vais y intégrer les assurances qui demandent de plus en plus de contrôle, qui demandent de plus en plus de corrections sur les différents risques qui peuvent être rencontrés. Et ensuite, une meilleure gestion des ressources. Donc là, on va parler d'agilité, de lean management. Le but va être vraiment de lisser, d'un point de vue budgétaire, les coûts sur l'ensemble des produits, avec un fonctionnement qui va vraiment s'orienter vers ce qu'on pourrait avoir dans l'industrie sur du lean management. Qu'est-ce qu'un modèle de maturité? Le DevSecOps comme le DevOps demande une approche structurée. Un modèle de maturité va avoir dans sa première étape un besoin de mesurer la maturité d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue structure de l'entreprise, et va permettre de se donner un niveau de maturité sur ce point. Un deuxième point important, un modèle, ça va être une boussole qui va vous guider au travers de 3 questions. La première question, c'est quel est votre niveau de maturité actuel? La première étape, c'est avoir une bonne connaissance de l'entreprise, connaître les différents acteurs et être capable de savoir où on se trouve. Une fois qu'on est capable de savoir où on se trouve, on est capable de se dire où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça peut être des objectifs organisationnels, des objectifs business. Et le but, ça va être d'écrire en tout cas une définition de ce besoin. C'est ce qui va vous permettre en tout cas de mettre en place une stratégie qui nous mène à la 3e question. Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour atteindre mon objectif? On a un point A, on a un point B, on ne sait pas encore comment y aller. Ce modèle de maturité va nous permettre en tout cas de mettre le doigt sur les différentes étapes et sur les différents besoins sur lesquels je vais devoir travailler en fonction de ma stratégie, en fonction de mon business, en fonction de ma politique de risque. Et c'est ce qui va me permettre de me donner une direction. Le modèle de maturité ne vous donnera pas forcément la réponse de que dois-je mettre en place, mais va vous donner des indications et va vous donner une boussole qui vous permettra de vous guider au travers des différentes étapes. Un modèle de maturité fonctionne de manière générale au travers de dimensions. Les 5 dimensions qu'on retrouve les plus souvent concernent le build et le deployment, la culture et l'organisation, l'implémentation, l'information gathering et la politique de test et de vérification.
Ces 5 dimensions sont généralement éclatées dans les différents modèles de maturité. Ces 5 dimensions vont permettre, au travers d'un audit, au travers des différentes phases du modèle, d'apporter un niveau, c'est-à-dire un niveau de maturité. On retrouve généralement de 3 à 5 niveaux de maturité suivant les différents modèles. Le premier niveau de maturité, on part du principe qu'on a une compréhension de base sur les pratiques en matière de sécurité. Le niveau 2 va garantir qu'on adopte déjà des pratiques de base en matière de sécurité. On est au-delà de la compréhension, on a déjà des pratiques qui sont en place dans l'entreprise. Le niveau 3, on parle d'un haut niveau d'adoption. Le niveau 4, on parle de déploiement anticipé. J'ai un nouveau produit qui arrive, j'ai mon industrialisation, j'ai des processus d'automatisation qui vont me permettre de mettre à l'échelle ma sécurité, d'avoir un niveau de sécurité quasiment irréprochable sur l'ensemble de mon SI. Et le 5e niveau, on va parler d'amélioration continue. On est au point et on va rentrer dans une phase d'amélioration continue sur les différents sujets. On va aller plus loin, on va anticiper les problèmes en amont, etc. Choisir un modèle. Aujourd'hui, il y a de très nombreux modèles. Donc, Nathalie vous enverra, suite à cette présentation, un tableau récapitulatif des différents modèles qui existent aujourd'hui, qui sont utilisés par les plus grosses sociétés et qui vous permettra potentiellement derrière de choisir un modèle de sécurité. Il y a plusieurs critères qui vous permettront de choisir un modèle qui vous correspond. Le premier, bien entendu, les objectifs de sécurité. Si vous êtes dans l'industrie, si vous êtes une entreprise digitale, si vous êtes dans le bancaire, vous n'aurez pas forcément les mêmes objectifs de sécurité. La conformité réglementaire. Suivant la région du monde dans laquelle vous vous trouvez, suivant les contraintes de votre domaine, vous n'aurez pas les mêmes conformités et contraintes réglementaires. Suivant si vous êtes débutant dans le domaine de la cyber ou si vous êtes une entreprise qui est vraiment structurée, qui commence vraiment à maîtriser, à avoir une culture cyber, vous allez pouvoir choisir un modèle plus ou moins orienté vers les débutants ou vers un modèle plus avancé. Il faudrait aussi décider par rapport à la taille de votre organisation. Certains modèles sont très lourds et sont vraiment adaptés à des modèles de très grosses entreprises de plus de 100 000 salariés. D'autres modèles vont être beaucoup plus optimisés pour des entreprises de 5 à 10 000 et d'autres modèles sont vraiment faits pour tout ce qu'on appellera TPU, TPE ou TPI. La culture dans l'entreprise, c'est un choix important. On va intégrer un modèle de maturité dans une entreprise qui possède déjà sa propre culture. Il est donc important de comprendre la culture du modèle pour pouvoir choisir le modèle qui rentrera, en tout cas, qui s'intégrera parfaitement dans la culture de l'entreprise. Les besoins en termes d'automatisation, les ressources humaines limitées, qui sont souvent le cas dans les différentes entreprises. Certains modèles demandent du contrôle des risques, du juridique, de la data privacy, demandent énormément de choses, vont beaucoup plus loin que d'autres. De la flexibilité. On demande généralement un modèle qui peut être flexible, qui peut être modifié, qui peut être adapté aux besoins de l'entreprise. Je vous présenterai un modèle en fin de présentation. Quelque chose qui est très important pour les gouvernants, la mesure et le suivi de la performance. Aujourd'hui, on doit être en mesure de fournir un modèle de maturité qui prend généralement plusieurs mois, voire pour les plus grosses entreprises, plusieurs années à mettre en place, mais qui va permettre de donner la direction des mesures et un suivi de la performance, c'est-à-dire un suivi, une évolution de la mise en place du modèle de maturité. Et ensuite, on a des modèles, d'autres non, qui font un focus sur l'amélioration continue. Pour les entreprises qui ont déjà une culture très avancée, généralement, on va se focaliser sur des modèles qui nous permettent d'aller vers de l'amélioration continue. On va passer tout de suite à l'exemple. Alors, j'ai pris l'exemple de l'OWASP des Sommes, qui est un des modèles les plus complets, un des modèles les plus avancés et un des modèles les plus flexibles, qui reste quand même orienté vers des entreprises de grande taille, puisque ça nécessite des bonnes connaissances et d'avoir des ressources qui pourront répondre aux différentes questions. Le modèle OWASP répond à 4 grandes problématiques qui sont imagées par 4 piliers. Le premier, la gouvernance. Le fait de mettre en place des politiques, des normes, des process, des réglementations claires dans une entreprise. Le deuxième pilier, la culture.
Ce modèle nécessite déjà d'avoir une collaboration entre les différentes équipes et de déjà avoir des politiques de sensibilisation pour les différents collaborateurs. Le troisième point, c'est l'automatisation. L'automatisation, l'OWASP se base vraiment sur un modèle industriel qui permet l'automatisation dans le but à terme de réduire les coûts et d'optimiser le time to market. Et le troisième point, le monitoring. Le but, quand on déploie un produit, c'est d'avoir un monitoring complet au travers d'un SOC ou au travers d'autres solutions qui vont permettre de surveiller en continu les risques et les menaces pour pouvoir apporter des réponses rapides aux incidents sans impacter le business d'une société. Le modèle est assez simple, à comprendre en tout cas. On se base sur une heatmap qui est très compréhensible par les différentes parties qui pourraient travailler sur le modèle. Désolé pour la résolution, on n'arrive pas forcément à lire. Le but, c'est vraiment d'avoir une heatmap qui va donner une vue de ce qui va et de ce qui ne va pas dans l'entreprise. Cette heatmap va aussi nous permettre aux organisations de se focaliser sur certains axes. On peut avoir des organisations qui vont se dire, bon, aujourd'hui, cette année, on va travailler sur le data leak, sur les process de planification et sur le déploiement des produits. Et l'année prochaine, dans ma roadmap, je vais à chaque fois rajouter différentes dimensions ou sous-dimensions. On y reviendra après. Le but de l'OWASP, c'est vraiment de fournir un cadre pour évoluer la maturité en intégrant la sécurité de manière fluide. On est vraiment sur des process qui sont tournés vers le modèle DevOps. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'en ai parlé, on part sur du shift left, c'est-à-dire qu'on va mettre la sécurité dès le début du développement d'un produit. On va s'orienter vers tout ce qui est Software Development Lifecycle avec le SDLC. L'amélioration de la qualité des logiciels et de l'expérience des utilisateurs. Le but, c'est d'intégrer de la sécurité sans impacter l'utilisateur final, de la réduction de coûts. En termes de contrôle et de prérequis, on va se baser sur ce qui existe dans la norme ISO 27001. Et vraiment, le but, c'est d'avoir une évaluation visuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un suivi avec cette heatmap qui va donner un aperçu quasiment en temps réel de l'évolution de cette maturité. Certains d'entre vous connaissent peut-être le Software Assurance Maturity Model, le SAMM, qui lui aujourd'hui est un standard haut niveau qui sera plus orienté vers les directions et les gouvernants. Le modèle DSOMM est vraiment un modèle de maturité bas level qui est vraiment orienté sur la partie DevSecOps. La planification vous permettre en tout cas de vous donner une planification concrète de votre cible et de vos objectifs avec un mapping sur la réglementation ISO et donc sur la réglementation SAMM. Tout à l'heure, j'ai parlé des dimensions. Le modèle OWASP fonctionne avec des dimensions. Dans les dimensions, on va par exemple avoir tout ce qui est Build and Deployment. Une dimension, c'est un gros sujet. Pour ceux qui font du Jira, on va être sur une épique. C'est vraiment un sujet qui va regrouper des sous-dimensions. Dans les sous-dimensions, comme sur l'exemple qui est ici, on va avoir la définition d'un process de build. Et on va avoir tout un tas de sous-dimensions qui vont traiter de la partie build. Et donc, on va avoir tout un tas de sous-ensembles à chaque fois, des questions auxquelles on va devoir répondre et qui vont nous donner un niveau de maturité. Vous aurez un exemple juste après. Il y a deux niveaux de dimension. Alors, deux niveaux. Il y a deux types de dimensions. Les pratiques fondamentales qui sont en tout cas liées à une intégration avancée de la cybersécurité, la construction et le déploiement, la gestion et la conception de correctifs, l'éducation et l'orientation des employés, on peut résumer ça à de la sensibilisation, et l'optimisation des processus. Donc là, on n'est pas encore sur des choses techniques. On a par contre une deuxième étape qui vise à s'orienter vraiment vers les aspects techniques, qui est le durcissement des applications et des infrastructures. Donc on va parler des serveurs, on va parler des conteneurs, on va parler des postes de travail et la gestion des logs et du monitoring. Généralement, là, on rentre dans une partie qui est souvent oubliée par les entreprises pour des raisons budgétaires ou pour des raisons de temps ou de ressources humaines. Ça va être, par exemple, l'intégration des applications dans un SOC pour permettre d'avoir un suivi continuel des incidents de sécurité.
On va prendre un exemple qui est l'application hardening. Donc, l'application hardening, on est dans la dimension qui s'appelle l'implémentation d'un produit ou d'une application. On va avoir une sous-dimension qui s'appelle application hardening et qui va nous donner plusieurs étapes. Ici, à l'écran, vous voyez 5 colonnes avec des différents niveaux. Ces niveaux vont vous donner votre niveau de maturité par rapport à l'OWASP. L'OWASP fonctionne avec 5 niveaux de maturité. Là, en l'occurrence, l'exemple est mauvais puisqu'on se base sur 3 niveaux. C'est juste pour vous, c'est un exemple qui me permet de vous montrer l'adaptabilité du modèle, qui peut forcément être modifié derrière. Le but, c'est de se donner un niveau, de savoir si on a un niveau 1, 2 ou 3. Si on prend l'exemple de l'application hardening, on va partir sur le niveau 1. Comme beaucoup d'entreprises, on considère que la sécurité, que les process de sécurité, en tout cas, sont correctement définis. Et là, on va avoir ce qu'on appelle des streams qui vont dépendre du software requirement et du supplier security. Pour chaque dimension et chaque sous-dimension, vous allez à chaque fois avoir un modèle de ce type, c'est-à-dire avec différents modèles de maturité. Si je passe à la slide suivante, ici, donc là, on va faire un zoom sur une sous-dimension. Chaque modèle de sous-dimension va vous donner un UID qui va vous permettre de retrouver la bonne sous-dimension, va vous donner une description. La description va poser les bases, va définir les besoins de cette sous-dimension, enfin, va définir en tout cas cette sous-dimension et va donner le barème de notation pour vous permettre d'avoir un niveau. Ça vous permet également d'avoir une visibilité sur le risque. C'est ce qui est très important quand on parle de maturité et ce qui va vous permettre de fixer vos objectifs. En fonction du risque traité, vous allez pouvoir vous dire c'est un risque important, c'est un risque faible, et on va pouvoir le traiter ou le mettre dans sa roadmap ou dans sa backlog et le traiter différemment. La méthode de mesure. Tout à l'heure, on en parlait, il est très important de pouvoir mesurer. L'OWASP vous donne à chaque fois les moyens de pouvoir mesurer vos différentes sous-dimensions et de mesurer votre maturité. Donc, on vous donne des exemples. Là, on peut avoir l'utilisation d'un framework. Derrière, on peut avoir des conseils sur les outils à utiliser. Et ensuite, on a quelque chose qui est très important, qui est la difficulté d'implémentation. On y reviendra par la suite, mais on se rend souvent compte que quand on lance un modèle de maturité, et surtout quand on commence à faire évoluer la maturité de son système d'information, de sa sécurité, etc., on est souvent confronté au début au fait de mettre en place des quick wins qui vont permettre de motiver les gens, qui vont permettre de les faire avancer, leur donner confiance. Et ce niveau de difficulté qui est indiqué, généralement, va vous permettre de prioriser les tâches. C'est-à-dire qu'on va au début peut-être commencer par des tâches avec un niveau de connaissance nécessaire assez faible, avec un temps assez faible et des ressources faibles. Ça va permettre de se lancer dans le modèle de maturité, de se donner confiance et de pouvoir aller de plus en plus loin. Je vais vous parler d'un cas pratique. Donc, c'est un cas que j'ai mis en place pour une société industrielle qui avait un enjeu très intéressant dans le projet. La société avait déjà mis en place ce qu'on pourrait appeler du DevOps. On n'était pas vraiment sur du DevOps, mais on était vraiment sur un modèle où la collaboration entre les développeurs, les équipes industrielles et les opérationnels était à un niveau assez élevé. Et le but de la mise en place de ce modèle a été d'y intégrer le domaine de l'industrie 4.0. Donc l'industrie 4.0, c'est ce qu'on a déjà dans le DevOps. C'est de l'automatisation, une meilleure collaboration, de l'automatisation sur la majorité des tâches. Le but, c'est vraiment de rentrer dans du lean management, de réduire au maximum les coûts, d'optimiser, on va parler plus d'optimisation des coûts, et de pouvoir gérer la sécurité sur l'ensemble de l'entreprise et donc des différentes usines. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé auparavant pour un autre client qui n'avait pas mis en place de sécurité dans ses processus industriels. Une attaque a eu lieu. Les automates d'une usine dans un pays d'Amérique du Sud ont tous été, on va appeler ça hackés, et tous les automates ont explosé. On va résumer ça comme ça, mais aucun automate n'était récupérable à terme.
L'entreprise a dû fermer sa filiale dans un pays. Ils ont dû fermer une activité complète dans un pays, les assurances n'ont pas remboursé, ce qui engendre un impact euh, qui engendre un impact fort en termes de business. Les entreprises dans l'industrie, que ce soit dans la métallurgie, dans la défense, etc., maintenant intègrent de plus en plus les pratiques DevOps et DevSecOps dans le domaine industriel. Sans doute même en avance de phase par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le monde de l'IT. Le but de cette mission qui a duré 2 ans, alors pas uniquement sur ce cas, mais ça nous a pris 2 ans en tout cas de pouvoir faire démarrer ce projet. La mission principale, c'était de définir un schéma directeur et un plan d'action à 3 ans. C'était l'objectif de l'entreprise. Le deuxième gros objectif de l'entreprise, c'était de sensibiliser les équipes sur les risques cyber. Et quand on parle de risques cyber, on parle aussi de juste l'accueil qui va laisser rentrer quelqu'un dans une entreprise, qui va laisser rentrer quelqu'un, le phishing, etc. On va vraiment traiter tous les besoins d'un point de vue de sensibilisation. Et la troisième étape était la mise en place des bonnes pratiques pour l'entreprise. Je le rappelle, l'entreprise, d'un point de vue, en tout cas ce qu'on pourrait appeler DevOps, était déjà très avancée, autant sur les process industriels que sur les process cyber ou sur les process opérationnels de ces différentes équipes. Donc, dans le cas pratique, ça a été divisé en 3 points. Il y a tout d'abord eu un audit, donc la découverte d'un contexte. C'est ce qui est très important pour pouvoir choisir un modèle de maturité, c'est découvrir le contexte de l'entreprise. Pour ceux qui travaillent dans le bancaire, ceux qui travaillent dans le médical, dans la défense, ceux qui ont pu faire plusieurs entreprises, on se rend vite compte que la culture d'entreprise, pour les grosses sociétés, est très forte. Et cette culture, généralement, demande plusieurs années pour évoluer. Je prends le cas du DevSecOps pour des entreprises, pour certaines grosses entreprises, mettre en place du DevSecOps, ça peut être des pratiques et en tout cas une appropriation de la culture qui peut mettre de 3 à 5 années. C'est-à-dire qu'on va partir sur un petit élément, la collaboration, déplacer les bureaux, prendre des change managers, etc. Faire changer la direction également pour pouvoir arriver à la culture envisagée. Là, ici, la découverte du contexte est assez importante, puisque c'est ce qui va permettre de définir et de choisir le bon modèle. Une deuxième étape importante, c'est l'analyse des risques cyber. Aujourd'hui, suivant votre zone géographique, suivant le marché que vous occupez, suivant les stratégies d'entreprise, les risques peuvent être différents. Je prends l'exemple de la société ADO. Les risques entre une entreprise, entre une filiale qui est au Brésil et une filiale qui est en Europe ne seront pas les mêmes. On n'aura pas forcément les mêmes attaquants, on n'aura pas forcément les mêmes risques, on n'a pas forcément la même culture d'un point de vue général sur l'ensemble d'un continent. Et cette analyse de risque va nous permettre de savoir quels seront les éléments sur lesquels on va devoir appuyer. L'interview des différents profils. Donc, sur une société qui va comporter 20 personnes, ça va aller très vite. Sur une société qui va comporter de nombreuses filiales dans de nombreux pays, avec une culture très différente, va forcément prendre beaucoup plus de temps. Et l'idée à la fin, alors j'emploie le terme rapport d'étonnement parce que on n'est pas vraiment sur un audit qui va contenir 150 pages, on est plus sur un rapport d'étonnement qui va nous permettre de choisir un modèle de maturité. Et c'est suite à la mise en place de ce modèle de maturité qu'on aura un réel audit. J'en ai parlé tout à l'heure, un aspect très important, ce sont les quick wins. C'est-à-dire, on arrive dans une société, on va étudier le contexte, on va avoir une mission, on va avoir des objectifs, des enjeux auxquels on va devoir répondre. Et la mise en place de ces quick wins va permettre de donner de la confiance. Un quick win, c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement. Alors, si je prends mon expérience dans le domaine de la défense, très rapidement, ça peut être 6 mois, 1 an. Si je prends par contre dans l'industrie, rapidement, on va être sur du 3, 4, 5, 6 semaines, 3 mois maximum. Dans ces quick wins, ce qu'on a choisi de mettre en place, c'est l'organisation d'une task force. Définir ce que certains appellent des security champions. Ça peut être des head of cyber, des personnes qui vont être référentes sur le sujet et qui vont permettre d'aller sensibiliser, expliquer, communiquer avec les gens. On choisit généralement des gens qui ont un impact fort sur l'entreprise tout en ayant une certaine sensibilité
au domaine de la cybersécurité. Le deuxième point, ça a été l'intégration d'un SAST, donc des scans statiques, pour pouvoir l'intégrer sur la chaîne CI/CD. C'était quelque chose qui était déjà en place. Le but, là, ça a été de choisir un outil qui répondait vraiment aux besoins, de le mettre en place pour pouvoir intégrer l'ensemble des développeurs dans une démarche. La création d'un modèle CI/CD, donc là, en l'occurrence, on était sur de l'Azure DevOps. La mise en place d'Azure Key Vault avec les bonnes pratiques, donc des choses qui peuvent être assez simples, et la mise en place et l'utilisation d'Azure Factory. Donc le but, c'était vraiment de se greffer à l'existant du client, venir comprendre ses enjeux, comprendre le contexte, comprendre la culture de l'entreprise, et se focaliser sur des outils qui étaient déjà bien acceptés par la population. Et un dernier point, qui est à la fois un quick win, oui et non, la documentation. C'est-à-dire qu'on a rédigé la liste complète des documentations nécessaires et on s'est focalisé sur des points. On s'est focalisé, par exemple, sur un point qui était important, c'était la mise à jour des politiques de sécurité opérationnelle qui étaient obsolètes depuis quelques années. On s'est focalisé dessus, donc là, on était plus sur un aspect gouvernance, mettre en place des nouvelles politiques et venir compléter les documentations, par exemple, d'architecture, qui nous permettraient de prendre de l'avance. Toujours en choisissant des choses qui étaient réalisables dans un temps très court et qui demanderaient le moins de temps possible aux différentes équipes. Ces quick wins permettent de lancer un mouvement dans l'entreprise. Les gens se rendent compte qu'effectivement, quelque chose est en train de se passer. Et là, le but, un peu comme dans le DevOps, c'est d'entraîner les gens avec soi et de se dire, voilà, vous participez tous, vous avez tous votre mot à dire, vous allez tous être acteurs et vous serez tous responsables. La troisième étape, c'est la mise en place d'un plan d'action. Donc, la première étape, la gouvernance et l'organisation, qui est très important, c'est ce qui va driver les équipes. La direction, le board, de manière générale, doit comprendre les enjeux, doit comprendre comment aider ses équipes à avancer dans cette direction et surtout définir quelle sera la gouvernance et l'organisation la mieux adaptée. La deuxième, c'est la mise en place, ou en tout cas l'amélioration dans ce cas-là, des pratiques et de la culture DevSecOps. C'est-à-dire, aujourd'hui, la sécurité de manière générale est toujours vue comme un frein, comme un gendarme, comme quelque chose qui va venir bloquer, qui va venir ralentir. Là, le but, c'est de se dire, bah non, je vais venir mettre des outils, on va automatiser, on va modifier les process. Et quand la personne va commencer à faire son développement, le but, c'est vraiment de lui apporter une expérience utilisateur qui lui fera comprendre que la cyber est venue là pour l'aider. Et c'est la phase la plus compliquée quand on vient rajouter de la sécurité dans n'importe quel domaine que ce soit. Sur n'importe quel sujet, c'est le plus compliqué, c'est de venir avec de la sécurité. Je vais prendre un exemple simple. Avant, dans les voitures, on n'avait pas de ceinture. Le jour où on a mis des ceintures et on a rendu obligatoire les ceintures, tout le monde a dû se dire « Ah non, c'est pas confortable, ça me va pas, j'en veux pas, j'ai pas envie de la mettre. » Et ça a sans doute dû mettre quelques années à se répandre. Et les gens ont sans doute compris au travers d'exemples, au travers de communication, que la ceinture était un élément important. Et donc, dans tous les outils qu'on va venir mettre en place dans les pratiques et dans la culture du DevSecOps, il y aura toujours une partie de sensibilisation. On va avoir des outils qui vont analyser le code en temps réel et qui vont conseiller les développeurs, par exemple. On le trouve de plus en plus avec les IA et on va venir conseiller les développeurs. On va pas faire leur travail, on va les conseiller sur les bonnes pratiques. Et ces conseils vont généralement découler en tout cas de la gouvernance et de l'organisation de la société. Et la troisième partie du plan d'action, tout simplement la technologie et les process. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a énormément d'outils sur le marché. L'idée, c'est d'avoir un plan d'action qui va nous permettre de prioriser le choix des différents outils. Ça peut être la mise en place d'un SOC, ça peut être la mise en place de différents outils, du SaaS, du DaaS, du YAST, des outils de sensibilisation, des outils d'assessment, des outils collaboratifs. Et le but, ça va être d'intégrer dans une roadmap le choix des différents outils. Là, en l'occurrence, dans l'objectif, on était vraiment sur quelque chose qui devait durer, en tout cas un objectif de 3 ans. Et une fois qu'on aura ce plan d'action, pour les directions, ça sera beaucoup plus facile de venir mettre un budget et de pouvoir apporter des priorités.
En l'occurrence, la société pour laquelle j'ai pu faire cet audit et la mise en place du modèle de maturité s'est rendu compte que tout était possible en 2 ans et demi au travers de différents investissements. Cette société a préféré investir gros durant les 2 premières années plutôt que de lisser ça sur 4 ou 5 ans. Le but, c'était vraiment de répondre à un standard et de pouvoir répondre en tout cas à tous les risques très rapidement. Dans le cas pratique, pour ce client, on a trois choses en tout cas pour le client ont été gagnées. La première, c'est le gain en termes de qualité et de rigueur sur des nouvelles releases applicatives. Alors là, on parle de releases applicatives, ça peut être des releases sur des systèmes industriels, ça peut être des releases sur des process industriels, qui leur a permis de gagner énormément de temps. Et pour ceux qui font du lean, le but, c'était vraiment de rentrer dans du lean management, et c'est-à-dire optimiser au maximum les ressources de l'entreprise. La deuxième, c'était le gain de temps et la réduction des erreurs humaines. Aujourd'hui, en cyber, l'erreur humaine est l'erreur la plus impactante. Le phishing, le vishing, tout ce qu'on peut trouver, généralement, on est sur une faille humaine. Un humain qui a oublié quelque chose dans le code, un humain qui a laissé traîner des secrets dans le code, qui n'a pas utilisé les outils de gestion des secrets, des mots de passe, des choses comme ça. Et le but de ces outils, c'est justement de venir contrôler tout ça. Et le troisième, c'est de favoriser l'engagement et l'autonomie des équipes. Dans l'industrie, on a, comme beaucoup de sociétés, un système très pyramidal, et eux ont souhaité, en tout cas, réduire fortement le management pour donner de l'autonomie et donner des responsabilités aux différentes équipes. C'est-à-dire vraiment fonctionner sur un système très horizontal, en évitant les couches hiérarchiques. Je crois qu'ils étaient partis de 7 ou 8 niveaux hiérarchiques pour arriver à 3 niveaux hiérarchiques. Tout ça dans le but de fluidifier les échanges, la collaboration, la prise de décision et donner de l'autonomie aux équipes. C'est-à-dire s'orienter vers de l'innovation, s'orienter vers une meilleure maîtrise des connaissances dans l'entreprise. J'ai fini cette présentation. Il nous reste du temps. Si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez intervenir, donner votre avis sur ce que vous avez pu voir ou entendre aujourd'hui. Exactement, merci beaucoup Thibaut. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le volet questions que vous avez au niveau du chat. Sinon, alors ça paraît bizarrement, mais il y a un QR code à l'écran. Donc, si vous souhaitez recevoir la présentation PowerPoint que Thibaut vient de présenter ou le benchmark justement des modèles de maturité, donc la fiche pratique récap, vous pouvez la télécharger via le QR code. Il y a juste un tout petit sondage à remplir et puis derrière, on vous enverra la présentation. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Il me semble qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc je pense que c'était très clair. Donc voilà, merci encore pour votre présence et merci Thibaut pour la qualité de l'intervention et pour le retour d'expérience. Je pense qu'il qui est très concret, très porteur et en ce moment c'est vraiment ce dont les entreprises ont besoin. Donc merci beaucoup pour ta présence. Mais de rien. Et merci à tous. Et n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, même après la présentation, on vous recontactera et on pourra y répondre effectivement en one-to-one pour mieux comprendre vos problématiques et la manière dont on peut y répondre. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, au revoir.